bonsoir tout le monde, bonsoir Bruno. Bonsoir Britt. Je vous présente donc ce médecin et philosophe, Bruno Delaporte, qui est néphrologue à la Fondation Santé des étudiants de France, docteur en sciences et en éthique médicale, et puis docteur parce qu'il a fait sa thèse avec le professeur Emmanuel Hirsch, qui n'est pas un inconnu, n'est-ce pas? Aussi, il préside la commission éthique de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation. En tant que philosophe, il anime depuis quelques années déjà, il est animateur au Café des Phares, près de la Bastille. Surtout, il vient d'écrire ce livre fabuleux, original, qui lie la santé à l'écologie, plutôt à l'éco-crise, c'est un terme qu'il préfère, moi aussi. L'éco-crise que nous sommes en train de vivre et qui porte ce titre non moins original, prendre soin du prochain, prendre soin du lointain. Et puis, pour n'avoir omis de lire aucune page, ce livre de 300 pages, je me permets de vous poser quelques questions. Alors, la première serait, comment avez-vous vécu, en tant que médecin, donc, ce renversement des valeurs tout au début de la pandémie, c'est-à-dire l'an dernier, au mois de mars, parce que renversement de valeurs, tout d'un coup, le calcul ou la gestion de ces hôpitaux très rationnels est passé au deuxième plan et le public a applaudi le personnel soignant et son dévouement manifeste aux malades. Quel était votre vécu à ce moment-là? Merci Britt pour la première question. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une chaîne linéaire, une chaîne économique qui avançait de façon imperturbable. Il y avait un ordre établi et on pensait que l'avenir serait identique. Et tout d'un coup, en fait, cette chaîne a été interrompue il y a 1 an exactement. Et ce qui a interrompu cette chaîne économique et technique, c'est en fait la vulnérabilité des corps. C'est parce que nos corps sont vulnérables qu'on a stoppé, qu'on s'est confiné. Et effectivement, comme vous le dites, les valeurs du soin, il y a 1 an, sont devenues les premières valeurs de la République. Notre devise républicaine, c'est liberté, égalité, fraternité. Et en réalité, il y a eu un temps de suspension où ces valeurs du soin, qui habituellement sont invisibles, sont devenues visibles. Et quand l'épidémie a commencé, je me suis dit que ça serait intéressant à l'hôpital de faire des réunions de philosophie appliquée avec les soignants pour réfléchir à ça. Et mon intuition qui a abouti au livre, c'était que finalement, les soignants, sans le savoir, détenaient des ressources avec les valeurs du soin, mais qu'ils ne savaient pas les théoriser, qu'ils ne savaient pas les thématiser de façon philosophique. Et donc, on a fait 5 ou 6 séances pendant l'année sur cette thématique. Et l'idée, c'était que pendant le premier confinement, finalement, dans les rues, on pouvait lire des affiches où il était marqué « Prenons soin des soignants, merci les soignants ». On applaudissait effectivement le soir à 20h les soignants. Et en faisant cela, on applaudissait en fait tous les métiers du care, c'est-à-dire les aides-soignantes, les infirmières, les éboueurs qui prennent soin des déchets du corps. On applaudissait les caissières qui nourrissaient les corps. Et donc, toute une catégorie de métiers du soin était survalorisée, alors que les métiers beaucoup plus habituels et prestigieux étaient confinés chez eux. Et donc, je me suis dit que ça serait intéressant de voir en quoi la vulnérabilité de nos corps avait fait réémerger les valeurs du soin. Et la deuxième idée, je me disais que finalement, ces valeurs du soin qui prennent soin du corps vulnérable étaient une véritable ressource pour penser la crise écologique. Parce que si on élargissait les valeurs du soin du corps malade à la terre malade, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à penser. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit un livre avec 4 chapitres. Un chapitre sur la responsabilité, avec l'idée que la responsabilité à l'égard de la vulnérabilité qu'on a à l'hôpital lorsqu'une personne est malade, avait peut-être quelque chose à nous dire sur la responsabilité qu'il fallait avoir à l'égard des écosystèmes vulnérables et de la vie qui était en train de mourir sur Terre. Ensuite, après ce chapitre sur la responsabilité, j'ai écrit un chapitre sur l'hospitalité et l'économie du don,
hôpital et hospitalité ont une étymologie commune. Ce sont deux termes qui sont en filiation. Et finalement, à l'hôpital, c'est aussi accueillir l'étrangeté de la maladie. C'est des cycles de don contre don dans la relation de soins. Et est-ce que cette hospitalité réciproque qui se passe entre soignants et soignés avait quelque chose à nous dire sur l'hospitalité entre humains et non humains sur la planète, entre les dons et contre-dons qui existent entre les différentes espèces? Et est-ce qu'on peut extrapoler donc cette notion d'hospitalité du prochain, c'est-à-dire de l'humain, du visage au paysage? Et puis, encore deux autres chapitres, un chapitre sur la vérité et l'exactitude et un chapitre sur l'habitabilité. Parce qu'en fait, soigner, c'est rendre le monde habitable pour autrui qui est vulnérable. Et finalement, est-ce qu'on sait vraiment habiter la Terre? Est-ce qu'on sait rendre la Terre habitable? Et est-ce que le soin n'a pas quelque chose à nous dire sur cette habitabilité qu'il faudrait réinventer? Voilà, donc en fait, j'ai organisé des réunions de philosophie appliquée. On a fait 5-6 séances. Et puis, Bayard trouvait que c'était assez intéressant parce que les médecins ne s'étaient pas posé vraiment cette question. Ils trouvaient ça intéressant de passer de la médecine à la philosophie et élargir ensuite du corps à la terre. Voilà, donc c'était comme ça que j'ai vécu le premier confinement. Bon, ben, rentrons donc dans le corps de votre livre. Comment avez-vous lutté contre la gestion calculante, vous l'appelez comme ça, et le désenchantement? Bon, en fait, vous l'avez déjà dit, dans votre service, vous avez fait des réunions philosophiques. Maintenant, la question, pour aller plus loin, comment faire que le souci de l'autre, du proche ou du prochain, puisse devenir le souci du monde, donc du lointain? Comment produire cette inversion des valeurs-là, du calcul à l'humain? Oui, alors là, vous me faites monter 4 marches d'un coup, ça va être difficile de répondre directement à cette question. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un imaginaire qui date de 300 000 ans, ou tout au moins qui vient du néolithique et qui a 10 000 ans. C'est-à-dire qu'on est très responsable de la personne en tant qu'humain, en tant que visage, si elle est vulnérable. Si par exemple une personne tombe avec son skate dans la rue, on se précipite pour se rendre responsable. Si il y a une épidémie et que des personnes humaines sont malades, on réagit très rapidement. Donc on a une très bonne responsabilité au prochain, mais en revanche, on est complètement insensible à ce qui est éloigné de nous. Et c'est-à-dire que depuis 2-3 siècles, la technique est devenue très puissante. On a franchi un seuil de puissance. Et actuellement, la technique, contrairement à avant, a des effets très, très longs, très, très importants dans les échelles spatiales, temporelles et phylogénétiques. C'est-à-dire qu'avant, il y a 500 ans, on pouvait couper un arbre, on pouvait mettre le feu à une prairie, on pouvait jeter des détritus dans la rivière, mais en fait, l'action était locale. Aujourd'hui, quand vous avez des déchets radioactifs, quand vous avez pris le train ou le TGV, vous avez des effets qui vont durer 50 000 ans. Si vous créez des OGM, ça va se propager dans le temps pendant des générations infinies. Donc aujourd'hui, la technique est surpuissante, elle a changé d'échelle et elle peut créer des dégâts dans le temps. Quand vous roulez en voiture, vous retrouvez la pollution en haut de l'Everest, un jour ou l'autre. Elles peuvent se transmettre dans l'espace, dans le temps aussi. Nos actions peuvent durer des milliers d'années après nous. Et puis, elles ont franchi aussi un seuil en termes d'échelle phylogénétique. Avant, on créait un dégât sur l'humain éventuellement, tandis que maintenant, on peut atteindre le vivant, toutes les espèces, toute la Terre. On a une puissance considérable. Et donc, alors qu'avant, on avait des éthiques au prochain, au visage, des morales qui étaient anthropocentrées, aujourd'hui, il va falloir qu'on change d'échelle et qu'on élargisse notre conscience morale pour être capable de se rendre responsable d'une sphère beaucoup plus vaste qui est en fait la Terre et le vivant. Donc, je dirais que la grande difficulté, c'est qu'on a un imaginaire qui est lié à la modernité, qui a 200, 300, 400, 500 ans, peut-être d'ailleurs qui remonte au néolithique, qui a un imaginaire anthropocentré et qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il y ait un agrandissement de nos représentations symboliques, de notre imagination, de notre imaginaire, et notamment un élargissement de notre conscience morale pour prendre soin non pas seulement du prochain, par prochain je veux dire l'humain, je veux dire le visage,
mais également du lointain, parce qu'on a franchi un seuil quantitatif avec la surpuissance technique. Donc, le souci de l'autre, pour répondre à votre question, du proche et du prochain, doit devenir souci du monde, et c'est tout là l'enjeu des années qui arrivent. Oui, justement, parce que actuellement, très souvent, les théories de la décroissance ne marchent pas très bien parce que bon, elles sont punitives, elles sont pas vraiment joyeuses, et vous plaidez pour une altercroissance joyeuse. Alors, en quoi ça consiste pour vous? Ben, en fait, il faut quand même regarder que quand on parle de croissance du PIB, en fait, c'est une, comment dire, c'est une pulsion extrêmement prédatrice. Ça consiste à détruire. Il y a une destructivité, il y a une pulsion de mort qui traverse la civilisation actuellement. Et donc, quand on parle de croissance du PIB, on utilise un très mauvais terme. En fait, cette croissance, c'est un appauvrissement, c'est une décroissance, en fait. Donc, la décroissance, on y est déjà là. On voit très bien le monde actuellement qui est complètement dérégulé. Il y a des zones de barbarie qui apparaissent, il y a des choses inquiétantes, il y a un monde qui est en train de mourir, il y a aussi un nouveau monde qui est en train de naître, et c'est celui-là qu'il faut soutenir. Et donc, quand on parle de croissance technique, de croissance du PIB, il faut voir qu'actuellement, c'est une véritable décroissance. Donc, le terme nous abuse. Et donc, je pense que le terme de décroissance qui est utilisé par les altermondialistes ou par d'autres personnes n'est pas un très bon terme parce qu'il est un peu négatif. Et donc, c'est pour ça que dans le livre, je propose le terme d'altercroissance joyeuse, c'est-à-dire qu'il faut voir qu'on a deux manières d'être au monde. J'appelle l'exactitude et la vérité. C'est un peu compliqué de rentrer là-dedans parce que ça me demanderait 20 minutes. Mais en réalité, il faut, là où on est dans la prise, la maîtrise, il faut passer à une espèce de présence sensible, à une ouverture sensible. Là où on est dans l'économie marchande, il faut quand même réinstaurer de l'économie du don, qui est très différent. On parcourt l'espace avec des mobilités complètement folles. Il faut probablement moins parcourir l'espace et plus habiter le temps. On passe notre temps avec des illogiques communicationnelles dans les médias. On ne sait plus faire de vérité, de pause philosophique, on n'a pas de pause méditative. Donc, quand j'appelle altercroissance, c'est-à-dire qu'il faut réinstaurer de la vérité dans l'exactitude, de l'économie du don dans l'économie monétaire. Il faut réinsérer une lenteur dans cette mobilité rapide. Il faut réinsérer des délibérations collectives dynamiques, là où on est pris dans des espèces de chaînes linéaires qui bloquent la pensée, quoi. Donc, on a deux manières d'être au monde, je pense. Dans le livre, j'appelle ça exactitude et vérité. C'est-à-dire que l'exactitude, c'est la science, la technique, c'est 2 et 2 font 4. La vérité, c'est la vérité de la présence, c'est la vérité du don contre don, c'est la vérité de la lenteur, de la beauté, etc. Et notre civilisation ne fonctionne que sur le registre de l'exactitude. Il y a une pathologie de l'exactitude actuellement. Et l'altercroissance, pour moi, c'est prendre conscience qu'on a deux manières d'être au monde, qu'on n'en mobilise qu'une de façon hégémonique, de façon écrasante, et qu'en fait, il faut réinsérer de la vérité du sens, du désir, pour avoir une conscience morale et une conscience qui croisse, qui s'agrandisse. Parce que la bonne nouvelle, c'est que si on réussissait cette mutation, ça serait au contraire une croissance, en fait, mais pas une croissance dans le sens du PIB, qui est en fait une dévastation mortifère, quoi. Oui, justement, comment on fait alors pour appliquer cette nouvelle morale de la responsabilité, alors que, à l'égard de la Terre, responsabilité à l'égard de la Terre du lointain. Vous avez lu Sébastien Boller, ce psychiatre qui a écrit un best-seller qui s'appelle Le bug humain. Vous le citez dans votre livre et vous avez vu ce qu'il a. Il est neuroscientifique, pas seulement psychologue. Il est neuroscientifique et il parle des striatomes. C'est une partie de notre cerveau qui est, dit-il, programmée pour être prédateur. Alors, responsabilité morale, comment lutter contre nos instincts, en quelque sorte. Prédateur veut dire donc avoir toujours plus, vouloir avoir toujours plus. D'accord.
Oui, donc là, c'est technique comme question. Effectivement, dans ce livre, il fait appel à tous les travaux de neurobiologie et génétique et qui montrent ce que vous appelez le striatum. En fait, c'est le cerveau reptilien. On a un cerveau réclamateur, prédateur, qui est programmé génétiquement. Et en fait, toutes les études neuroscientifiques montrent qu'il y a une démesure dans ce striatum qui est complètement avide et que finalement, c'est programmé par les gènes. On retrouve ça chez les grands singes, on retrouve ça dans l'évolution des espèces. Et donc, en gros, le livre est assez très intéressant scientifiquement, mais pour moi, il est très limité parce qu'il regarde le problème avec des lunettes de l'exactitude, c'est-à-dire des lunettes de la modernité, où il pense que tout est causal, lié à des gènes, et tout est programmé, comme vous l'avez dit. Et son constat est tout à fait juste si on prend les lunettes de l'exactitude et de la science et de la modernité. La seule chose, c'est que depuis 25 siècles, il y a eu 25 siècles de philosophie qui sont un véritable trésor. Et en réalité, personne ne creuse beaucoup s'intéresse beaucoup à la philosophie. Et ces scientifiques, en fait, sont assis sur un trésor sans s'en rendre compte. Et en réalité, ils ont raison. Si tout est génétique, comme il faut 10 000 ans ou 100 000 ans pour changer des gènes, alors notre espèce est foutue. C'est-à-dire qu'on est une espèce loupée et qu'elle va être éliminée de la Terre parce qu'elle était complètement mal programmée. Mais ils oublient une chose, c'est qu'on a une conscience morale qui permet, qui a la capacité de grandir. C'est-à-dire qu'on peut être responsable d'une famille, on peut être responsable d'un village, on peut être responsable d'une ville, d'un pays, on peut être responsable de l'humanité en général. Et la conscience morale, actuellement, est responsable au maximum de l'humanité, de l'humain. On voit bien pendant la crise Covid, on pense qu'aux humains sans se préoccuper des causes de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que les habitats sauvages sont précarisés à cause de l'agriculture intensive. Les zoonoses apparaissent. Depuis 2000 ans, il y a eu environ 260 épidémies, d'après les chercheurs. Il y a un gros article de Nature. Et entre 2000 et 2019, il y a eu 70 épidémies, dont les 3/4 étaient des zoonoses liées à la destruction des habitats. C'est-à-dire que le Covid, ce qui nous arrive, c'est une pathologie de l'exactitude, c'est une pathologie de la civilisation, ce n'est pas du tout une catastrophe naturelle. Et cette zoonose, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je racontais, je vais changer de sujet, donc je suis complètement perdu là. Donc ce que je veux dire, c'est que les scientifiques nous disent, voilà, les gènes nous programment, on est foutus. Mais en réalité, on a une capacité d'élargissement de notre conscience morale. Mais pour ça, il faut penser philosophiquement les choses, il faut clarifier les enjeux philosophiquement, et il faut que notre sensibilité qu'on a, qui est très forte pour le visage d'autrui, devienne aussi une sensibilité pour le vivant, pour la terre. Et là, il y a une véritable ressource. Et à mon sens, on n'est absolument pas une espèce foutue, mais il faut élargir cette sensibilité, sans doute par l'art, par des récits nouveaux, par un changement d'imaginaire, par de nouvelles représentations symboliques. Et il faut passer par l'imagination pour redéployer quelque chose. Mais voilà, donc le livre dont vous parlez, il est très intéressant scientifiquement, mais il est bloqué dans les chaînes causales de la science. Et en réalité, un monde désirable est possible si on s'est mobilisé quelque chose de l'ordre de la conscience et de la philosophie. D'ailleurs, je vous rassure, parce que Sébastien Boulez a fait un deuxième tome qui s'appelle « Où est le sens ?» Ah, où il remet en question, enfin il remet en question partiellement, il nous donne l'espoir qu'une éthique humaine est tout à fait possible. Bon, où est le sens à consulter, à lire, très, très intéressant. Merci, ça m'intéresse, je le lirai. Donc, autre question, j'en arrive à l'habitabilité que vous avez abordée tout à l'heure. Comment voulez-vous instaurer cette habitabilité sur notre planète? Non seulement pour l'humain, mais aussi pour les non-humains, à savoir les animaux ou même les océans, les rivières, etc. Alors que Descartes et même la Bible ont prôné l'homme comme maître et possesseur de la nature. Je veux dire, ça remonte à loin. Ça remonte encore plus loin que ça. Je pense qu'autrefois, on était des chasseurs-cueilleurs. Et puis, il y a 10 000 ans, lors du néolithique, on s'est sédentarisé et on a domestiqué la terre.
c'est-à-dire qu'on a repoussé le sauvage pour avoir des îlots habitables. On a commencé à construire des villages, puis des villes, des propriétés privées. On a commencé à maîtriser les choses. Et puis, finalement, la modernité avec Descartes est arrivée. Et on a rendu la Terre de plus en plus habitable, de plus en plus hospitalière, de plus en plus domestiquée. Et le problème, c'est que là, on arrive en bout de bout. On est dans une civilisation crépusculaire parce qu'en fait, à force de vouloir rendre la Terre habitable, on l'a rendue inhabitable. Et donc, là, on a actuellement un Occident plutôt qui est dans l'illusion de la toute-puissance, de la maîtrise, qui est comme maître et possesseur de la nature. Et ce qu'il faut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'habiter? Qu'est-ce qu'habiter la Terre? Et en fait, il faut réinventer des habitabilités réciproques, des hospitalités réciproques, des coopérations entre les humains et les non-humains. Il faut repenser complètement philosophiquement qu'est-ce que veut dire habiter. Et habiter, c'est pas seulement se loger dans des HLM, c'est pas seulement faire pousser des métropoles, c'est repenser à la racine ce que c'est qu'habiter. Il y a des très beaux textes d'Heidegger sur l'habitabilité du monde, etc. Donc là, il y a une vraie question philosophique parce que nous ne savons probablement pas habiter la Terre aujourd'hui. Nous savons nous loger, mais nous ne savons pas habiter. Alors, avec d'autres scientifiques comme l'astrophysicien Aurélien Barraud, aussi Pablo Servigne et Gauthier, vous montrez que la prédation et la rivalité ne sont pas les seuls comportements qu'on trouve qui dominent la nature. Ouais. Dans la nature, la symbiose, la cohabitation et l'hospitalité existent autant. Alors, comment faire pour nous inspirer de ces autres valeurs qu'on a complètement négligées? C'est vrai que quand on regarde par exemple Darwin ou Pasteur, on s'aperçoit que c'est un imaginaire très masculin, très prédateur. Darwin, c'est comment on appelle ça, le struggle for life, c'est la compétitivité, c'est la destructivité, c'est l'agressivité, et tout est basé là-dessus, parce qu'en fait, c'est un imaginaire qui vient des Lumières, qui est très, très anthropocentré, très, très androcentré même, hein, phallocratique. Et puis Pasteur également, les bactéries, elles sont pathogènes, il faut s'en méfier, etc. En réalité, c'est une lecture totalement biaisée, qui est vraie, mais qui ne résume pas toutes les modalités. Dans la nature, il y a au moins 5 modes de coopération entre les vivants. Il y a la prédation, mais qui est assez rare, comme ils le disent. Il y a ensuite le parasitisme, où un petit organisme parasite un autre. Il y a ensuite le commensalisme, où plusieurs êtres vivants mangent à la même table sans se nuire. Il y a également des mutualismes, où des espèces s'entraident de façon réciproque. Et puis, il y a la symbiose. La symbiose, ce sont deux organismes qui sont dans une hospitalité réciproque. Par exemple, le lichen, vous avez une algue et un champignon, et chacun donne à l'autre des choses qui permettent la vie. Et donc, les chercheurs mâles, XY, ont vu de la guerre partout. Par exemple, Lynn Margulis, qui est une chercheuse contemporaine, une femme, a montré que la symbiose, c'était le fondement de la vie. Donc là, il y a un renversement d'imaginaire, c'est-à-dire qu'on pensait que la compétition était le fondement, ce qui est vrai en partie, mais en réalité, nous tous, là devant l'écran, nous sommes que des symbioses et des écosystèmes au niveau biologique. Par exemple, on a commencé notre vie dans un utérus où on était complètement dans un habitat hospitalier. Toutes nos cellules, pratiquement, sauf les globules rouges, ont des mitochondries à l'intérieur. Et ces mitochondries, en fait, ce sont des bactéries qui nous ont colonisé les cellules. C'est-à-dire que toutes nos cellules sont hospitalières pour des bactéries. Ces bactéries ont un poids de 1,5 kg. Non, pardon, les mitochondries, ces mitochondries, en fait, servent à nous faire respirer. Elles permettent l'apoptose également. Et si nous avons un métabolisme, c'est que nous sommes complètement des êtres symbiotiques. C'est-à-dire qu'il y a des coopérations entre des bactéries et des cellules dans nos organismes. Vous savez aussi qu'on parle du microbiote. Le microbiote, ce sont toutes ces bactéries qui colonisent le tractus respiratoire, génital et surtout digestif. Les bactéries du microbiote pèsent 1,5 kg. Je crois qu'il y a peut-être 10 ou 15 fois plus de cellules bactériennes dans notre organisme que de cellules à nous. Nous avons 25 000 gènes
Ces bactéries, tout ensemble, représentent sans doute 1 million de gènes. Donc, quelle est notre identité? Est-ce que ce sont les 25 000 gènes ou est-ce que c'est les 25 000 gènes plus les 1 million de gènes? Et là encore, on s'aperçoit qu'on n'est que des symbioses avec ces bactéries. C'est-à-dire que les bactéries permettent d'amener de la vitamine K, elles permettent la dégradation de la cellulose quand on mange, elles permettent des défenses immunitaires. Et finalement, si on regarde, on est à nous seuls un écosystème. C'est-à-dire qu'on est un écosystème qui habite un écosystème. Et donc, la notion de compétition et de prédation, du struggle for life de Darwin, ou des bactéries pathogènes de Pasteur, c'est une vision très, très parcellaire. C'est-à-dire c'est l'imaginaire du loup est un loup pour l'homme, de tout ce qui a conduit aux guerres du XXe siècle, qui est en cause. Mais en réalité, ce n'est pas l'ultime réalité. On peut réinventer un nouvel imaginaire, on peut retrouver de nouveaux fondements, mais pour ça, il faut se poser des bonnes questions philosophiques. Et donc, votre question, c'était donc, est-ce que la prédation et la rivalité sont les seuls comportements qui dominent? Oui, si on prend des lunettes de la modernité, on va voir de la pulsion de mort partout, mais en réalité, il y a de la pulsion de vie. Et très curieusement, c'est souvent le féminin qui a amené ça au XXe siècle. C'est la composante féminine de notre humanité qui a mis en avant les coopérations, les ententes, les entraides et les symbioses, quoi. Voilà. Seulement parce qu'il y a aussi un penseur dont vous vous inspirez et dont vous faites mention dans votre livre, c'est Marcel Mauss, l'anthropologue, donc qui lui parle du don, du contre-don et la réciprocité du don. Donc, dans des sociétés primitives, on pourrait, apparemment, d'après vous, on pourrait tout à fait s'en inspirer. Mais bon, on a toujours l'impression que vous êtes effectivement à la recherche d'un nouveau récit collectif qui fait cohésion et qui est opposé à la guerre, à la compétition, pour remplacer ça par l'hospitalité et l'entraide, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est dans une société depuis 2-3 siècles qui a fondé la valeur sur la raison. Et donc, à ce titre, c'est l'homme qui est le fondement de l'univers, quoi. En réalité, on s'aperçoit que c'est probablement la vulnérabilité du vivant qui est la valeur, parce que si seule la raison a de la valeur, dans ce cas-là, le poulpe n'a pas de valeur, le scarabée n'a pas de valeur, et seul l'homme peut, comme ça, se considérer comme en position d'exceptionnalité. Donc, effectivement, il faut refonder les valeurs et poser la valeur sur le vivant. Et le vivant, c'est de la vulnérabilité à laquelle on est sensible, c'est de la coopérativité, c'est de l'autocréativité aussi, il y a une liberté inventive assez importante. Et donc, le gros problème, c'est qu'on est en train de changer de paradigme aujourd'hui. Il faut être attentif à ce qui se passe. On était dans un paradigme de la modernité. Et si on est attentif, il y a un nouveau paradigme qui se lève. On le voit notamment dans la dichotomie nature-culture qui est en train de vaciller. On le voit dans la dichotomie masculin-féminin qui est en train de vaciller. Il suffit de voir tout ce qui se passe actuellement sur l'inceste, la domination masculine, etc. Donc, il y a tout le genre, etc. Il y a tout un paradigme qui est en train de bouger aussi, probablement, qu'il faudrait faire bouger au niveau de l'objet technique. Donc, on est en train de voir émerger, si on est attentif, et d'ailleurs, par exemple, à Nanterre, en philosophie, tous les programmes de Master 2, si on regarde de près, essayent d'écouter ce qui se lève comme nouveaux repères symboliques et philosophiques, etc. Et puis, si on n'est pas attentif, on voit seulement l'ancien paradigme. Donc, on est dans un système qui arrive à saturation et qui, en fait, est en train de mourir. Mais il y a également un nouveau monde qui se lève et c'est ce monde-là qu'il faut soutenir. On est vraiment dans un changement de paradigme et le problème, c'est que la barre est très, très haute parce qu'il s'agit de sortir de la modernité, mais je pense que c'est même plus fort que ça, il faut sortir du néolithique. Donc, le vrai problème, c'est que c'est le plus grand défi qui est posé à l'humanité, dans le sens où on a 5 ou 10 ans
pour sortir d'un paradigme qui nous constitue depuis 10 000 ans, ou au moins depuis 300-400 ans. Et on est pris dans ces représentations symboliques qui deviennent crépusculaires, quoi. Il suffit d'écouter la radio, de voir ce qui se passe. Tout est en dérégulation, tout le monde est, tous les repérages. C'est une multicrise à tous les niveaux, sanitaire, économique, social, urbaine. Vous prenez n'importe politique, tout démocratique, tout est en multicrise parce que le système arrive à saturation. Le paradigme est en train de mourir. Et puis, il y a un philosophe qui s'appelle Gramsci qui dit la crise, c'est quand l'ancien monde n'arrive pas à mourir et quand le nouveau monde n'arrive pas à naître. Et puis, il ajoute, dans ce clair-obscur apparaissent des monstres. Il pensait au fascisme au XXe siècle. Et là, il y a des monstres qui apparaissent, mais il y a aussi des choses neuves qui se lèvent. Et ce qu'il faut, c'est pas être déploratif sur la fin de ce vieux monde qui est en train de mourir, mais d'être imaginatif pour soutenir ce nouveau monde qui est en train de naître. Et surtout, avoir une pensée philosophique qui puisse se rendre sensible et réceptif à tout ce qu'il y a de neuf et qui émerge, quoi. Moi, j'ai lu votre livre comme une accusation contre l'hybris de notre civilisation qui est anthropocentrée et androcentrée, c'est-à-dire anthropocentrée centrée sur l'homme seul, en négligeant les animaux et tout ce qui est non humain, et androcentrée, dominée par les hommes. Et c'est justement cette force masculine qui a rendu le monde inhabitable. Comment en sortir alors? Les si nouveaux, comment faire? Au siècle des Lumières, en réalité, on s'est séparé de la nature, on s'est arraché de la nature pour devenir autonome. Et c'était un grand progrès, il ne faut pas le regretter, c'est une très bonne chose. Hein. Et grâce à ça, il y a eu des énormes progrès qui ont été accomplis. Les femmes ne meurent pas en accouchant, les personnes âgées peuvent avoir des écouteurs pour raconter des histoires à leurs petits-enfants. Énormément de choses ont été favorables. Mais on s'est séparé de la nature, on s'est coupé, on a fondé la valeur sur la raison, et puis on s'est mis à dominer. On a dominé le féminin. La Révolution française, c'était les droits de l'homme, mais ce n'était pas les droits de la femme. Hein. Elles ont eu le droit de vote, je ne sais plus, en 44 ou en 45, le droit d'avoir un chéquier en 65 quand elles étaient mariées. Donc, ce n'était vraiment pas du tout la révolution. C'était la révolution de l'homme universel. Et puis, ça a été donc aussi une domination sur les colonisés, c'est-à-dire que c'était l'homme blanc sur l'homme colonisé. Et puis, ça a été une domination de la raison humaine sur la nature. Tout ceci était une émancipation, à mon avis, indispensable et souhaitable, dans le sens où l'homme a voulu retrouver sa grandeur, a voulu être autonome, a voulu être autosuffisant, a voulu être indépendant. Mais aujourd'hui, le système arrive en bout de course. Ce n'est pas une accusation que je fais contre les Lumières ou contre tout ceci, mais je pense que les Lumières sont un rayonnement fossile aujourd'hui. C'est un truc fossilisé. Et donc, il faut prendre conscience de nos points d'appui philosophiques et intellectuels, qui sont effectivement anthropocentrés, qui sont effectivement phallogocentriques, qui sont dominateurs, etc. Et il faut voir comment en sortir. Et pour en sortir, il faut réinsérer la vérité, de l'économie du don. Il faut revaloriser le vivant. Il faut se poser des questions fondamentales sur qu'est-ce que la vie. Et ce qu'il faut sauver, c'est la vie, en fait. Je réponds peut-être mal à la question, mais Non, alors, ça m'a fait sourire. Vous proposez aussi une nouvelle devise républicaine au fronton de nos écoles et nos mairies. Hospitalité, responsabilité, liberté, égalité. En éliminant le mot fraternité, justement, parce que ça s'adresse aux hommes. Alors, la question est, pensez-vous que les femmes sont plus aptes à l'hospitalité, plus responsables? Non, je ne pense pas. Ça serait trop genré de dire ça. Tout d'abord, la liberté, c'est le concept dominant de la modernité et ça conduit au libéralisme. Et la liberté n'est pas un concept qui peut résoudre le problème écologique.
je ne sais plus quelle est la phrase, la liberté s'arrête là où commence celle des autres, je ne sais plus quoi. Je veux dire que si je gare mon 4x4 correctement sans empiéter sur les plates-bandes de mon voisin, ça ne changera rien pour les courants en Antarctique et les ours polaires. Donc la liberté est un concept qui est en bout de course, en tous les cas, dans la manière où elle a été définie par la modernité. Donc je pense qu'il faut vraiment passer de la liberté à la responsabilité, à l'égard de la vulnérabilité, et qu'il faut là une inversion de valeur. Ensuite, la fraternité, ça vous exclut toutes les femmes qui sont là à écouter sont exclues. Hein. Les Lumières, c'était les frères, hein, c'était pas du tout les sœurs. Donc la fraternité est un terme qui, de façon, je suis un peu provocateur, mais la fraternité est quand même est plus limitée parce que d'une part, elle était quand même pensée de façon les frères, c'était l'universel masculin des Lumières, et deuxièmement, la fraternité n'inclut pas le vivant. C'est-à-dire que si on peut être très fraternel, même je ne sais pas comment ça s'appelle, la sororité, on peut même être tous fraternels, ça ne résoudra pas le problème de la valeur intrinsèque du vivant et de la préoccupation, de l'attention qu'on lui doit. Donc je pense que notre devise républicaine est has-been, est en bout de course, liberté, égalité, fraternité, il faut changer et il faut commencer par hospitalité réciproque et sentiment de co-appartenance avec le vivant, donc hospitalité. Il faut passer à la responsabilité. Et puis, il faut pendant un moment enlever ce mot de liberté, qui est une liberté en fait de déliaison, où chacun est une bille autosuffisante, etc. Et puis, après, il faut conserver... et après, il faut... Donc, je dirais plutôt que c'est hospitalité, responsabilité, et puis liberté, égalité. Mais il faut à tout prix mettre un terme qui puisse être élargi au vivant en première position, et l'hospitalité réciproque avec les autres espèces et les autres écosystèmes rend ça possible. Donc, c'est pour ça que je pense que notre devise est complètement, là aussi, un rayonnement fossile des Lumières. J'en arrive à ma dernière question. Qu'est-ce qui est tragique à notre époque? Vous avez dit, le tragique, c'est lorsqu'au nom du plus grand bien survient du fait de l'homme le plus grand mal. Alors, nous vivons donc un moment tragique à notre époque, l'autodestruction. C'est-à-dire qu'il faut différencier la catastrophe du tragique, déjà. La catastrophe, elle est naturelle. Un tsunami, c'est une catastrophe. L'homme n'y est pour rien. Un tremblement de terre, c'est une catastrophe. L'homme n'y est pour rien. Le tragique, c'est quand l'homme fait quelque chose à l'homme. Par exemple, le nazisme, c'est du tragique. C'est-à-dire qu'au plus grand bien de l'idée aryenne, de la pureté de la race, arrive le plus grand mal. Le communisme, ça peut être du tragique dans certaines formes aussi. C'est-à-dire qu'au nom du plus grand bien de l'égalité, arrive le plus grand mal. Notre modernité, c'est du tragique qui arrive. Aujourd'hui, on est dans du tragique dans le sens où, au nom du plus grand bien de la science, de la technique, de l'exactitude, en fait, était en train d'arriver le plus grand mal. Le plus grand mal parce que il y a ce profil de transhumanisme. Par exemple, l'épidémie Covid, c'est pas une catastrophe naturelle, hein, c'est du tragique. C'est-à-dire que notre pensée calculante, planifiante, qui méprise, qui maîtrise, aboutit à quelque chose qui nous revient en boomerang. Et là où on se trompe complètement actuellement, c'est qu'on prend ça comme une catastrophe. Donc, on est tous là à réfléchir à nos vaccins, à nos protocoles, etc. Et on est en train de réagir à cette catastrophe alors qu'on est face à du tragique. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas les présupposés de ce qui nous arrive. Et en faisant ça, on n'est pas dans une démarche, on est dans notre symptôme. En fait, tout ce qu'on entend dans les médias, c'est notre symptôme. C'est-à-dire que notre pensée calculante réagit, mais on se plante. En fait, il faudrait s'arrêter et se poser la question de quel est le sens de ce qui nous arrive, quel monde est désirable, comment on rejoue les cartes, comment on sort de cet imaginaire. Mais vous pouvez multiplier les vaccins, les protocoles, etc. C'est très bien, il faut le faire, ok. Mais si vous faites que ça, en réalité, l'effondrement arrivera dans 5 ans, quoi. On ne sortira absolument pas de ça. Donc, je pense que notre époque est dans le tragique. Là, on est dans du tragique, dans le sens où, au nom du plus grand bien de l'exactitude calculante, est en train d'arriver le plus grand mal. Et pour sortir du tragique, en fait, il faut réintroduire du vulnérable. Il faut réintroduire du brinque-ballon. Il faut introduire du fragile. Et pour sortir du tragique, il faut, à mon sens, réintroduire de la vérité dans l'exactitude, de la lenteur dans l'accélération, de l'économie du don dans l'économie. Il faut réintroduire des utopies, il faut changer des choses, etc. Donc,
On est dans le tragique et il faudrait se poser la question philosophique, comment peut-on déjouer le tragique? Et cette question n'est jamais posée. Et comment déjouer le tragique? Si on passait là ensemble 1 heure à y réfléchir, on aurait des pistes pour déjouer le tragique. Mais on ne déjouera pas le tragique en continuant dans ce qui amène au tragique. C'est-à-dire que là, ce qui arrive actuellement n'est pas une démarche, selon moi, c'est un symptôme. C'est-à-dire que c'est un symptôme de notre civilisation crépusculaire, tout ce qu'on entreprend avec les vaccins, la gestion du risque. Il faudrait non pas gérer le risque, parce qu'on s'aperçoit on peut avoir la maîtrise du risque, mais on n'a pas la maîtrise de la maîtrise du risque. On est complètement paumé là, parce qu'on ne mobilise qu'une seule modalité de notre présence. Il faudrait clarifier les enjeux, se poser la question des fondements et réintroduire. On est dans un humanisme de la toute-puissance qui nous conduit à notre perte, et il faut réintroduire un humanisme de la fragilité, un humanisme don contre don, pour déjouer le piège du tragique. Et c'est absolument pas par la pensée calculante et toutes les réactions de l'Occident qu'on y arrivera. Voilà. Merci Bruno pour cette présentation, très enthousiasmant, mais en même temps très inquiétant. Alors, c'est le public qui a la parole. Christian, tu vois déjà des inscriptions pour poser des questions? Ah, aucune question. Alors, moi, j'en ai encore une. Vous avez très bien parlé du permafrost et que le fait est que si jamais arrive ce qui doit arriver, il y aura d'autres virus qui vont être libérés par la disparition de ce permafrost et plein d'autres choses qui peuvent nous arriver. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Le permafrost, c'est en fait toute la glace très épaisse qu'il y a dans le Grand Nord canadien, en Sibérie, au Groenland. C'est toute la calotte glacée de la Terre. Et elle enferme dans les mailles de la glace du méthane surtout. Il y a des virus, mais il y a du méthane. Et le méthane a un pouvoir réchauffant 25 fois plus élevé que le CO2. Donc, si là, on va arriver à un point où le permafrost commence à fondre, il va libérer du méthane qui va réchauffer très rapidement l'atmosphère, et l'atmosphère, en se réchauffant, va faire fondre le permafrost, qui va libérer encore plus de méthane et entraîner des boucles de rétroaction positives. Donc, en fait, le permafrost, c'est un dragon endormi qu'il ne faut absolument pas réveiller. Si on réveille ce dragon, vraiment, on va franchir des seuils et on aura dans 50 ans une humanité résiduelle planquée en Scandinavie. Ça va être des milliards de personnes qui se déplacent, ça va être la guerre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, moi, mon intuition, c'est qu'aujourd'hui, tous les indicateurs nous montrent qu'on est à un point de non-retour. En fait, c'est aujourd'hui, vous savez, en médecine hippocratique, chez Hippocrate, la crise, en médecine, la crise chez Hippocrate, c'est le moment où on juge une maladie et c'est le moment ou jamais. C'est-à-dire c'est le moment ou jamais. C'est le moment où il faut soigner parce que sinon, c'est une histoire de vie ou de mort. Et je suis convaincu que là, aujourd'hui, pendant les 5 à 10 ans qui viennent, on est dans la crise dans le sens d'Hippocrate, c'est-à-dire que c'est une histoire de vie ou de mort. Après, dans 30 ans, ce sera trop tard, dans 20 ans, ce sera trop tard. Parce que tous les indicateurs montrent, en termes d'érosion de la biodiversité, en termes de CO2, toutes les voyants sont en rouge. Moi, je ne suis pas du tout catastrophé par la situation, comme vous le disiez. Je pense que ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, mais surtout, il y a un nouveau monde qui est né. Je pense que depuis au XXe siècle, un monde s'est déjà amorcé en philosophie morale, etc. Là, aujourd'hui, des tas de mouvements se lèvent et il faut surtout ne pas être déploratif en disant que c'est la fin du monde, c'est absolument ça. C'est le début d'un nouveau monde. Il faut modifier notre conscience morale, il faut modifier notre manière d'être au monde, il faut redonner de la valeur au vivant, il faut créer des délibérations collectives beaucoup plus créatives, réinventer des choses, il faut de l'ouvert, des minorités qui essayent, qui expérimentent, il faut des actions de reterritorialisation, de tas de choses. Et vous savez, les révolutions, les événements, on ne sait jamais quand ça va arriver. Et là, il y a un Covid qui a déstabilisé l'Occident depuis 1 an. On peut y voir quelque chose d'embêtant. On peut essayer de riposter par la gestion du risque, les vasquins, les masques. On peut être tous des sans-visages dans la rue en essayant de lutter contre ça, mais ce n'est pas avec ça qu'on va s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est que ça souffre un peu pour qu'on soit capable de développer un nouvel imaginaire. Et moi, ce que j'espère, on peut tous...
Ce livre, pour moi, ça a été créer une vision. C'est-à-dire, j'ai créé une vision et maintenant, je vais passer à une visée politique. Vision, c'est-à-dire que j'ai essayé de stabiliser les points d'appui philosophiquement parce qu'avant d'agir, je pense qu'il faut fonder les valeurs. Donc là, la première étape, c'est une vision. Et dans l'année qui vient, je vais passer à la visée, c'est-à-dire à l'agir politique, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un mouvement propagatoire et qu'un renversement est possible beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Mais pour cela, il faut sans doute de l'art pour réinventer les imaginaires, il faut de la philosophie pour clarifier les points d'appui, il faut faire passer les personnes de la confusion à l'orientation. Tout le monde est paumé, en fait. Il n'y a pas assez de philosophie, il n'y a pas assez de réflexion, il n'y a que des boucles irrationnelles qui circulent dans tous les sens. Et donc, je pense vraiment qu'on est à un point critique, mais que tout va être possible. Mais pour cela, il faut clarifier les enjeux. Voilà. Bien, j'ai une première demande de prise de parole de René. René. Merci beaucoup Bruno pour cette présentation et pour les questions qui ont été posées par Britt. Merci Britt. J'ai deux questions. Une, c'est une demande d'information, c'est-à-dire sur les 5 modes de cohabitation, prédation, parasitisme, commensalisme, je crois que je n'ai pas très bien compris, mutualisme et symbiose. Est-ce que tu as un auteur ou quelque chose à proposer par rapport à ça? Puis j'ai une deuxième question qui touche peut-être plus aux problématiques qui ont été soulevées. Donc, j'aime bien l'idée d'hospitalité réciproque, puisque ça met en évidence les rapports d'interaction et la considération qu'on va prendre pour soi, pour l'autre et dans un écosystème, c'est-à-dire et dans l'écosystème dans lequel on vit. Donc, ça me paraît intéressant et c'est vrai qu'on entend... on entend des idées qui vont dans ce sens-là. Donc, ma question, elle porte sur le fait que si nous, en tant qu'individus, on est sensible à ça, il semble qu'aujourd'hui, les rapports de domination qui influencent la société ne sont pas au niveau des individus, mais au niveau de systèmes. Hein, on le voit par les vaccins qui sont commandés directement à l'Europe, au gouvernement. On voit, je veux dire, les essais thérapeutiques de l'OMS qui sont directement commandés par les pharma. Et on voit que le comité, par exemple, citoyen pour le climat, on le mobilise, mais en fait, on ne l'écoute absolument pas et il est parasité par les lobbies. Donc, à un moment donné, je veux dire, si on accède à un autre imaginaire et on y aspire parce qu'on voit le danger dans lequel on est, il semble que ceux qui maîtrisent les dominations, la finance et les pouvoirs ne sont pas là-dedans. Alors, ça rejoint peut-être ton second projet sur la politique, mais on n'a pas voix à la politique, semble-t-il. Alors, je ne sais pas, par rapport à ça… D'accord. Donc la première question, moi je ne lis pas beaucoup, je n'ai pas de référence. Ce que je peux dire, c'est que la symbiose est ultra majoritaire. Toutes vos cellules sont symbiotiques. Donc quand on dit que la prédation est dominante, c'est la symbiose qui est largement devant dans le vivant. Et puis je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, j'écoute, je débat, je fais des discussions, je ne suis pas du tout cultivé ou érudit. Deuxièmement, ta question, je vais y répondre différemment. On est dans un système qui arrive à saturation. Toutes les courbes sont des exponentielles et on est dans une pathologie de la calculabilité généralisée. Donc, à l'intérieur du système, quels que soient les calculs qu'on fait, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on peut lister tout ce que tu as dit, on peut citer énormément de choses. Ce n'est pas possible. Pour sortir de ce système, il faut un événement incalculable. C'est-à-dire qu'il faut un événement. Il faut quelque chose qui arrive, il faut une extériorité qui démantèle l'ordre établi. Donc, je ne peux pas te donner la réponse. Il faut de l'imprévisible, il faut de l'acte neuf. Donc, il va falloir qu'on réouvre, qu'on réinvente, qu'on expérimente, qu'on teste, qu'on explore. Mais ça ne peut venir que d'une extériorité, que d'une rencontre. On ne peut pas par le calcul trouver comment s'en sortir. Deuxième réponse que je ferai, c'est qu'en fait, il y a les lois du possible. Les lois de la réalité, c'est-à-dire que les lois du possible, c'est l'économie, c'est le calcul, c'est la technique, c'est cette chaîne linéaire qui avance. Et en fait, du point de vue du possible, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire que si on est réaliste,
on pourra faire ce qui est possible, mais pas plus que ce qui est possible, et le possible ne pourra pas nous en sortir. Donc, c'est là où il y a quelque chose à attendre de très fort, c'est-à-dire qu'il faut souhaiter l'impossible. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait un peuple de plus en plus convaincu du fait de la souffrance, comme celle du Covid, qu'un autre monde est possible. Il va falloir qu'il y ait un peuple de plus en plus convaincu que les lois du possible mènent à la catastrophe. Et il va falloir ensuite que quelques grandes singularités, quelques partis, proposent l'impossible. C'est-à-dire qu'il va falloir que le peuple considère il va falloir qu'il articule le possible et l'impossible, et il faudra que quelques grandes singularités, personnalités, prennent sur ses épaules le risque de cette aventure qui va être très risquée et qui va se faire avec certains dégâts, mais ça sera notre seule solution. Et il va falloir qu'on mobilise une imagination qui articule le possible et l'impossible pour aller au-delà du seuil de l'impossible. Mais si on reste dans la chaîne du possible, de l'ordre établi, du capitalisme, de la technique, etc., on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que Macron, s'il est réaliste, il va nous proposer ce qui est possible, mais jamais plus que ce qui est possible. Il fera que ce qui est possible. Or, c'est l'impossible qui pourra nous sauver. C'est-à-dire que c'est l'événement qui pourra nous sauver. C'est quelque chose d'incalculable à l'avance. Donc, c'est un peu angoissant, mais c'est la seule solution. Et là, ça sera un véritable choix. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste réaliste dans le possible, en sachant que là, on est cuit, ou est-ce qu'on ose une imagination? Est-ce qu'on ose des minorités, des explorations, des choses? Et là, il faut un événement, et l'événement, c'est incalculable à l'avance. C'est-à-dire que c'est une extériorité qui vient démanteler la chaîne du possible. Donc, la seule chose qu'il faut souhaiter, c'est que l'Occident, du fait de la souffrance qu'il a avec le Covid, si d'autres dominos tombent, économiques, sociales, ce qui est possible, qui pourrait arriver, il faut se dire, premièrement, qu'il n'y a rien de pire que la menace de la continuation. De toute façon, si ça continue, on est cuit, quoi, hein. Et donc, il faut que, si jamais il y a quelques dominos qui tombent, il va falloir passer de la confusion à l'orientation, et il va falloir qu'assez rapidement, on ose l'impossible, quoi. Alors, ce que je dis est complètement utopique, mais il y a une idéologie qui est la technique, l'économie, et il faut réarticuler l'idéologie avec une utopie. On nous a fait croire que l'utopie, c'était du communisme. En fait, il va falloir qu'on soit utopique parce que du point de vue du calcul, on n'y arrivera pas. Et le calcul, c'est notre pathologie. Donc, il faut souhaiter un événement incalculable. Le Covid était un événement incalculable. On le voit comme une catastrophe, alors que c'est du tragique. On le voit comme une très mauvaise nouvelle. En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours… Bien sûr, c'est triste et embêtant qu'il y ait 2 millions de morts sur la planète, mais dans 20 ans, dans 30 ans, quand il y aura 2 milliards de personnes qui bougent, ça sera la guerre, ça sera vraiment 1000 fois plus fort. Donc aujourd'hui, il faut profiter de cette souffrance pour clarifier les enjeux et la transformer en quelque chose de neuf. Donc à la limite, si ça continuait et si d'autres dominos tombaient, un jour ou l'autre, il va falloir oser l'impossible. Et je crois qu'il faut que ça survienne dans les 5 à 10 ans qui viennent, sinon on aura une terre inhabitable, et c'est absolument pas en étant réaliste qu'on va y arriver. Je n'ai pas d'autres demandes de parole. Qui souhaite intervenir? Il y a Sylvie là-bas. Je vois Sylvie Alfandéry, c'est ça? Vous souhaitez? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Non, tu as… Voilà, c'est bon, on vous entend. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la visée, oui. Parce qu'effectivement, je pense que c'est un peu ce qui se passe. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à trouver ensemble. Et tu as beaucoup parlé de vulnérabilité. Je suis profondément d'accord avec toi, et c'est quelque chose que je sens depuis très longtemps. C'est-à-dire que c'est les êtres, en gros, vulnérables qui sont les gens les plus fragiles sont les gens avec qui on peut faire des choses. C'est des choses que je pense intuitivement depuis longtemps, et là, je pense que ça manifeste depuis longtemps. Mais comment on peut faire pour qu'effectivement, dans la politique, dans l'agir, la dimension de la vulnérabilité soit inscrite et soit portée par… Elle est portée par un grand nombre de gens, entre autres tous les gens qui galèrent, qui sont hyper vulnérables, mais on n'en fait rien. Et ça me fait penser à quelque chose, j'en parle, ça n'a peut-être pas de rapport, mais ça me donne envie d'en parler, parce que je me suis vraiment posé la question. Je regardais cet après-midi
des gens danser avec l'air Danser encore, que vous devez connaître, hein, parce que ça s'est beaucoup baladé. La moitié avait des masques, la moitié n'avait pas de masque. Les gens étaient hyper heureux de danser. Et moi, je me disais, je suis à la fois avec eux et j'aimerais bien être là. Et à la fois, certains ont des masques, certains n'ont pas de masque. Et j'aimerais bien qu'on parle de ça aussi, parce que cette vulnérabilité, elle était complètement exposée. Et en gros, elle rendait les gens vulnérables, parce que je pense quand même que les masques, c'est utile par les temps qui courent. Et je me disais, ben voilà, il y a une espèce de vulnérabilité qui est à la fois complètement créative et complètement dangereuse. Donc, je trouve que ce paradoxe mériterait d'être exploré. Non, mais j'ai bien entendu ce que tu dis. Moi, je pense que… Non, j'ai déjà répondu à René tout à l'heure, mais non, merci pour ton commentaire. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, l'événement qu'il faut souhaiter n'est pas calculable, donc je n'ai pas la réponse. Mais par exemple, le féminisme, quand on regarde Judith Butler, elle trouve que tout est coincé, qu'il n'y a que des boucles circulaires, des dominations, etc. Et en fait, la réponse, c'est des minorités qui expérimentent, qui osent, qui prennent le risque de l'aventure et qui réouvrent le jeu, quoi. Donc, il va falloir qu'on réouvre le jeu sans savoir où on va exactement, en prenant un risque considérable. Moi, je pense qu'il n'y a que ça qui pourra nous sauver, quoi. C'est-à-dire que c'est des tentatives, des réouvertures. D'ailleurs, tout ça existe. Hein, des gens, il y a des tas d'initiatives quand on est attentif qui grouillent sur toute la planète, quoi, hein. Et donc, tout ça, il va falloir que ça se transforme en événement. Sinon, c'est mal barré. Donc, j'ai René qui redemande la parole. Comme j'ai personne d'autre avant, je ne vois pas de main se lever. Non, René, alors vas-y. Donc, ce que tu dis fait penser au principe d'émergence, ou à la théorie de l'émergence, pour un peu que ça soit une théorie. C'est-à-dire, ce qui émerge n'est pas contenu dans ce qui existe et ne peut pas être deviné de ce qui existe. Mais est-ce que, au niveau de l'organisation des sociétés humaines, on a des exemples de ça? Est-ce qu'il y a qui pourrait ou nourrir notre inspiration ou illustrer cette idée que c'est l'impossible qui a résolu ou ce sur quoi est arrivé à déboucher une crise? Est-ce qu'il y a des exemples? Moi, je ne suis pas du tout cultivé, je suis nul en histoire, je n'ai pas d'exemple. Ce qui me passe par la tête, c'est que le néolithique, par exemple, ça a pris 3000 ans pour se mettre en place. Et forcément, c'est un changement d'imaginaire, le néolithique, par rapport aux chasseurs-cueilleurs. La modernité, ça a pris 300 ans. Hein, ça a dû commencer à la Renaissance, ça a pris 300 ans. Ça a été beaucoup plus rapide, mais on a quand même changé complètement d'imaginaire. Il y a eu des extériorités, il y a eu les grands voyages, il y a eu des découvertes, il y a eu le Galilée, il y a eu des phénomènes extérieurs qui ont joué un rôle d'événement. Donc 3000 ans pour le néolithique, 300 ans pour la modernité, la Révolution française ou les Lumières. Et là, le problème, c'est qu'on a le plus grand défi auquel l'humanité a été confrontée. C'est-à-dire que la barre est très très haute et on a 30 ans. Donc là, je dirais que c'est quelque chose qu'on a connu, mais comme ça, rationnellement, on se dit qu'il nous ferait 200 ou 300 ans pour y arriver. Or, c'est beaucoup trop long. Donc là, je suis comme toi, j'arrive dans un truc incalculable et je me dis, comment va-t-on là où le néolithique a mis 3000 ans et la Révolution française a mis 300 ans, comment va-t-on en 30 ans tout changer? Et là, je pense que tout le monde pense que c'est impossible. Mais c'est l'impossible qui va nous sauver. Moi, je me demande si votre façon de voir le monde n'est pas très occidentalo-centrée, parce que beaucoup de choses que vous dites, moi, me semblent liées à l'homme blanc, mais il y a plein d'autres peuples qui voient les choses de façon différente. Par exemple, le rond est considéré comme féminin en Occident, il est considéré comme masculin en Chine. Les Indiens Kogi, par exemple, comme beaucoup d'Indiens, ne sont pas propriétaires de la terre. Ils commencent à le devenir parce qu'en Colombie, ils n'ont pas le choix. S'ils ne sont pas propriétaires, ils sont tout de suite expulsés. Mais ça n'est pas dans leur tradition, par exemple. Donc, il y a plein de regards complètement différents de peuples autres qu'occidentaux. Et je trouve que votre regard ne voit que l'homme occidental. Oui. Mais c'est intéressant. Alors, il y a un anthropologue là, qui s'appelle Philippe Descola qui explique que l'humanité a 4 modes de relation à la nature. La relation qu'il appelle naturaliste, je crois, dualiste, quoi, celle qu'on a nous, l'homme occidental. Mais vous avez raison. Thémiste. Comment?
Ouais. L'homme occidental, vous avez raison, mon regard est occidental, vous avez raison, mais le problème, c'est que c'est nous qui sommes les responsables. Donc, on a quand même une vraie responsabilité. Après, il y a une relation qui est animiste, et il faut noter qu'effectivement, tous les droits qu'on donne à la nature viennent actuellement des peuples animistes, hein, les Amérindiens, l'Équateur. À chaque fois qu'on a donné des droits aux rivières, aux fleuves, aux forêts, etc., c'est venu des peuples animistes. Donc, vous avez totalement raison, des tas de choses à nous dire. Et on se croit supérieur avec notre raison calculante, mais en réalité, ils sont une véritable ressource pour la suite. Il y a donc la relation dualiste qui est la nôtre, il y a la relation animiste, il y a des relations totémistes et des relations analogiques. Donc, toutes ces visions du monde sont des ressources et nous, colonisateurs blancs dominateurs, on pense qu'on est l'ultime réalité et vous avez entièrement raison. D'ailleurs, regardez, tous les peuples amérindiens sont beaucoup plus actifs dans la défense du vivant que les Occidentaux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils sont beaucoup plus actifs dans quoi, les Amérindiens? Je n'ai pas fait le point précis, mais par exemple, en Équateur, ils ont donné des droits à la nature. Il y a par exemple un navire chinois de 90 mètres qui avait 6 000 requins à l'intérieur. Le capitaine a été condamné, a été mis en prison. Et puis en Bolivie, à Pachamama, là, qui est la terre-mère, qui a des droits. Le Gange est devenu une personnalité juridique en Inde. Il y a en Nouvelle-Zélande, etc. Je n'ai pas la liste des choses, mais il y a beaucoup d'endroits où, de façon juridique, on a donné un statut moral aux vivants et un statut juridique aux vivants. Et très souvent, c'est venu de peuples qui avaient des relations à la nature beaucoup plus coopératifs, où en fait, pour eux, il y avait des correspondances entre le vivant, les animaux, les roches, etc., et un imaginaire différent du nôtre. Et effectivement, alors que l'homme occidental pense être l'ultime solution, on s'aperçoit qu'ils ont des choses à nous apprendre et très précieuses, quoi. Mais même en Chine, moi j'ai vu une série taïwanaise, par exemple, et ils se traitent d'animaux les uns les autres. Enfin, je veux dire, nous, on sait qu'en science, on fait partie du règne animal, mais quand on parle du vocabulaire courant, on n'est pas des bêtes. Exactement. Alors qu'en Asie, c'est pas du tout évident. Enfin, on le voit même dans le bouddhisme, où le fameux temple, je ne sais plus comment il s'appelle, où ils imitent des animaux. Enfin, ils s'inspirent, c'est les animaux qui leur apprennent. Enfin, l'Asie a un rapport tout à fait différent entre l'homme et les animaux. Les hommes font partie du règne animal, quoi. Mais traditionnellement, je veux dire, pas scientifiquement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. J'ai quand même beaucoup la trouille, mais parce que je vais peut-être dire des insanités. D'abord, la formule de Descartes, se rendre comme maître et possesseur de la nature, effectivement, c'est une formule qui va dans le sens d'une philosophie de l'exactitude, comme vous l'avez dit, hein, d'une raison calculante. Mais Descartes dit bien se rendre comme maître et possesseur de la nature. Il dit pas se rendre maître et possesseur de la nature. Comme, c'est-à-dire comme Dieu à l'époque, qui effectivement a créé, qui a fait la création. Et donc, nous avons l'intelligence rationnelle, en effet, que vous appelez l'intelligence calculante, et qui est l'intelligence qui permet de connaître la création, à la fois de la nature, des vivants, et Descartes était un physicien, un biologiste, et il a aussi écrit un traité des passions sur, justement, pour essayer de comprendre, enfin de connaître rationnellement le mécanisme des
du psychisme humain, enfin, comme on le dirait maintenant. Enfin, il a écrit un traité du monde, il a écrit un traité de l'homme, et il s'est interrogé donc sur le fait de savoir par quelle méthode on peut se rendre comme, ce qui ne veut pas dire se rendre maître et possesseur de la nature. Bon, alors, bon, faut rendre à César ce qui appartient à César et à Descartes ce qui appartient à Descartes. Que ensuite, et pour des raisons qu'on peut analyser, qui sont d'ordre économique, d'ordre sociologique, d'ordre historique, bon, cette formule de Descartes a été utilisée justement pour mettre en place un système d'organisation des relations entre les hommes et des hommes avec les vivants, qui soient des relations de prédation et d'exploitation, et des hommes et des vivants, bien sûr. Bon, je voulais dire ça, et il y a eu beaucoup d'études quand même qui ont été faites, et notamment aussi avec Haeckel, le promoteur de l'écologie, enfin scientifique, qui effectivement a mis en évidence ce que sont les écosystèmes, enfin, etc., et qui a donné naissance à toute une série d'interprétations et d'explications de ce pourquoi les écosystèmes sont mis sous prédation de certains hommes et pas de tous les hommes en plus. Alors, je voulais dire ça, j'ose le dire. Par rapport à Darwin, de même, il me semble que, bien sûr, Darwin, le struggle for life, c'est le moteur de l'évolution des espèces, mais il a mis en évidence aussi, je crois, il y a eu des études qui ont été faites par un darwinien, un spécialiste de Darwin, enfin bon, peu importe. Il a mis aussi en évidence le fait que, au niveau de l'espèce humaine, il y a la coopération et l'entraide et la symbiose. Et que donc, l'évolution des espèces n'est pas nécessairement une évolution qui va dans le sens de la destruction de la création, pour le dire aussi vite que ça. Bon. Donc, il faut aller chercher les causes historiques, économiques, sociales, etc., et qui font d'ailleurs que je crois me souvenir, je ne sais pas si je ne vais pas dire une bêtise, mais que le neveu de Darwin, Spencer, il a développé le darwinisme social, mais justement, il a développé le darwinisme social en dénaturant la réflexion exacte, scientifique de Darwin. Donc, rendre aussi à Darwin ce qui appartient à Darwin. Bon. Je peux faire attends, juste ça, pour terminer. Donc, il me semble qu'il ne suffit pas de dénoncer, entre guillemets, hein, c'est peut-être pas le terme qui convient, de dénoncer l'idéologie occidentalo et andro, je sais plus comment, genrée, pour prendre en compte la nécessité, effectivement, d'une utopie pour demain, pas pour dans 100 ans, mais pour demain, comme vous l'avez dit, pour dans 30 ans.
Il y a un philosophe qui s'appelle Michel Serres, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le double contrat, le contrat naturel et le contrat social, qui le disait à sa manière. Bon, à sa manière. Et puis, il y en a d'autres depuis, et qui se mobilisent, effectivement. Alors, les faucheurs d'OGM, et combien d'autres, qui se mobilisent et qui imaginent des utopies réelles, locales, pour éviter, non pas la catastrophe naturelle, comme vous l'avez très bien dit, mais pour éviter le tragique qui est pour demain. Et donc, voilà, je voulais dire qu'il ne suffit pas de dénoncer l'occidentalocentrisme et l'andropocentrisme occidental pour imaginer ce qui effectivement doit être fait, quelle visée théorique et politique. Il y a des gens qui le font. Ouais. Merci beaucoup. En fait, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas dire non, il faut dire oui à un nouveau monde. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne s'agit pas de dire non, de déploratif. Ce n'est pas en faisant la gueule qu'on va changer le monde. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut dire oui à quelque chose de neuf. Et après votre remarque très érudite sur Darwin, etc., vous êtes beaucoup plus cultivé que moi, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a les grands penseurs comme Rousseau, Kant, Descartes, etc., ou Darwin, et quand on creuse, quand on fait de la recherche, etc., ce que j'ai jamais fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de couleurs, de palettes, etc. Ça, il y a donc l'histoire de ce qui s'est passé du point de vue des chercheurs, qui est beaucoup plus riche que ce qu'on pense, et puis il y a ce qu'on en a retenu. Et moi, c'est vrai que je parle de ce qu'on en a retenu, ce qui a aussi une valeur, c'est-à-dire que ce qu'on en a retenu, c'est ça. Mais par exemple, Rousseau, c'est le contrat social, c'est un homme universel, XY, etc. Mais par exemple, Rousseau, il y a des parties sur la nature, beaucoup plus fines, etc. Mais on a retenu, il y a une différence entre ce qu'on a retenu dans notre imaginaire et ce qu'on dit ces personnes. Donc moi, je suis entièrement d'accord sur ce que vous dites. Hein. J'ai des tas de philosophes qui m'ont fait des remarques très, très fines et nuancées sur tous ces auteurs. Et puis, il y a après ce qu'on en a retenu. Donc, et puis après, qu'il y ait des choses nouvelles qui se lèvent en philosophie, c'est sûr. Hein. Il suffit de voir les philosophes contemporains, ils réinventent des tas de choses. Hein. Il y a tout le courant de féministe, de l'écoféminisme, Corinne Peluchon, Baptiste Morisot, il y a Carol Gilligan, il y a des tas de philosophes contemporains qui réinventent un imaginaire. Et bien évidemment, il n'y a pas que des philosophes, il y a des romanciers, des poètes, des anthropologues, des théologiens. Il y a Bruno Latour, il y a Aurélien Barraud, ils sont très nombreux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Effectivement, il ne faut pas dire non, il faut dire oui à ce qui arrive. Il ne faut pas dénoncer, mais il faut imaginer quelque chose de neuf. Je suis entièrement d'accord avec vous. Tout me va dans ce que vous dites. En fait, ma question, c'est le prochain, le lointain. Et pour moi, ça prend c'est bon comme son. Oui, vous entend. Bon, ça prend le sens du temps. Et le temps, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis un bon bout de temps, ce que ça signifie. Et il me semble qu'on est confronté à à la fois, il y a l'immédiat, ce que nous avons là dans l'immédiat pour survivre, nous, à résoudre, ou là, d'accord. Alors, on bricole, mais on peut bricoler aussi d'une façon qui va petit à petit faire sortir de cet ancien monde qui meurt pour l'autre monde, mais changer de pensée, changer de paradigme, changer d'habitude, ça prend un temps fou, un temps fou. Et puis, il y a autre chose qui est le lointain. Et le lointain, je le vois au niveau du temps. Quelle est notre préoccupation? Pourquoi voulons-nous garder cette planète? Est-ce que nous pouvons imaginer dans 100 000 ans, dans 500 000 ans, est-ce que ça nous intéresse vraiment? Je me pose cette question, puisque dans 500 000 ans, la race humaine, ça sera peut-être les anciens dinosaures. Bon, là, je me demandais finalement dans tout ça, où est notre angoisse? C'est l'angoisse de quoi? L'angoisse dans l'immédiat, l'angoisse de ne pas pouvoir maîtriser tout ce qui se passera dans 500 000 ans.
Oui, bon, moi c'est ça, dans la question du départ que tu as posée, je note, hein, prendre soin du prochain et du lointain. Voilà ma question. Là où je me questionne. Hein. Bon, je ne demande pas des... J'ai peut-être pas tout compris, mais je suis pas obligé de tout comprendre. Mais quand je dis prochain, pour prochain, je veux dire proche dans le temps. Jusqu'à présent, on avait une responsabilité à ce qui était proche dans le temps, à ce qui était proche dans l'espace, parce que la technique avait une faible portée, et à ce qui était proche dans les espèces phylogénétiques, c'est-à-dire l'humain. Donc on est très bon pour le prochain. Il suffit d'avoir une peste ou un Covid, on réagit très très bien. Par contre, pour ce qui est lointain, j'entendais lointain par ce qui est lointain de nous dans le temps, c'est-à-dire les générations futures, ce qui est lointain de nous dans l'espace, c'est-à-dire que quand j'achète une voiture, je ne réalise pas qu'il a fallu extraire des terres rares en Afrique et fracasser le sol, je ne réalise pas que les pneus vont émettre des microparticules qui vont diffuser partout, etc. Donc, je n'ai pas de sensibilité au lointain. Quand je refais mon balcon avec un parquet en bois tropical, je ne réalise pas que l'espèce est en train d'agoniser à l'autre bout de la planète. Donc, on n'a pas de responsabilité au lointain dans le temps, au lointain dans l'espace, et également au lointain dans les espèces phylogénétiques. C'est-à-dire que quand voilà, on sait très bien qu'il y a des tas d'espèces qui agonisent et on n'y est pas sensible. Mais après, pour le reste, j'ai pas tout compris. En fait. Et là, tu me réponds sur l'immédiat. L'immédiat, c'est dans les 100 ans qui viennent. Et là-dessus, effectivement, il y a autre chose. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de faire autrement. Dans la mesure où ça fonctionnait bien, il y a eu une récupération par les politiques dirigeants. Enfin, il y a eu des tas d'expériences, que ce soit au Brésil, ou des gens qui ont inventé une autre façon d'habiter ensemble et hop, récupération par les gens qui sont actuellement au pouvoir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à ce qu'on disait il y a une 50aine d'années, hein, d'inventer l'impossible. Bon, et de penser l'impossible, oui, ça fait très longtemps qu'on en parle. Mais là aussi, qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps, que c'est aussi lent? Est-ce que nous avons tellement peur de lâcher ce que nous connaissons pour complètement imaginer et faire réellement quelque chose d'autre? Les gens qui ont fait des retours à la terre, par exemple, en voulant essayer de construire autre chose avec une autre solidarité, ils ont tenu le temps qu'ils ont pu. À un moment donné, dans cette société, ils ont été obligés de se reconstituer en GAEC. Bon, c'est un truc qui me vient à l'esprit. Bon, qu'est-ce que nous voulons encore une fois maîtriser dans cette histoire? Je lâche les trucs comme ils me viennent. Hein. Non, mais on se pose toutes ces questions. En fait, dès que par le calcul, on essaie de s'en sortir, on n'y arrive pas. C'est évident qu'on creuse une question, il y a 10 autres questions plus compliquées qui apparaissent. On a l'impression d'être pris d'être à l'intérieur d'un périmètre de pensée dans lequel on ne peut pas sortir. Effectivement, il y a une clôture. On est dans une pensée qui est clôturée et donc il faut chercher l'ouverture. Moi, je n'ai pas la réponse. L'ouverture, elle se fera par l'agir, elle se fera par l'action, par les tentatives, par le risque, par l'aventure. Je n'ai pas la réponse à ça. Effectivement, le constat, on voit très bien qu'on peut faire une liste de 100 problèmes et quand on les creuse, il en apparaît 1000 nouveaux. Quoi. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Pour moi, c'est en expérimentant. Je n'ai pas la réponse, mais je pense. Dans l'immédiat. Bon, le lointain, il faut que ça se passe dans les 2-3 ans, il faut que ça s'enclenche. Il faut qu'après le Covid, les choses s'enclenchent. Il faut que cette épreuve soit une ressource pour quelque chose. Si c'est simplement pour arriver à guérir du virus, on va échouer. Quoi. Il faut vraiment transformer l'épreuve en ressource, c'est évident. C'est comme dans une crise existentielle. Il y a des crises dans la vie où on s'effondre un peu et puis soit on est capable de symboliser ça, d'interpréter ce qui nous arrive pour repartir. Et là, on voit très bien qu'il y a des subjectivations possibles, mais c'est à l'échelle d'une personne. Donc, c'est facile à comprendre à l'échelle d'une personne. Là, la barre est très, très haute parce qu'il s'agit de le faire à 7 milliards. On ne voit pas comment on va y arriver. Mais moi, j'ai foi, j'y crois, je pense qu'on va y arriver. Voilà. Oui. En acceptant qu'il y ait des retours en arrière pour rebondir un peu plus loin. Oui. Non, il y aura de la casse, il y aura des dégâts, mais les dégâts d'aujourd'hui seront ils sont pas mal les dégâts que les dégâts de 2050 quoi. Les dégâts d'aujourd'hui. C'est vraiment de la casse.
Ouais. De toute façon, aujourd'hui, on est à 1,1 degré. Si on arrêtait tout, avec l'inertie du CO2, je parlais avec Dominique Bourg, là, qui était président de la Fondation ULO, scientifique de la Fondation. Là, si on arrête tout, on monte à 2 degrés. 2 degrés, c'est vraiment le maximum, on n'est pas bien du tout. Mais il faut arrêter tout de suite. Hein. Si on ne fait pas, on monte à 3-4 degrés. Et alors là, les boucles, on ne sait pas où on va en fait. Hein. On ne sait pas où on va, mais ce qu'on sait, c'est que dans 50 ans, toutes les bandes tropicales tempérées seront désertiques. La Seine sera un cloaque boueux et complètement asséché. Donc en fait, c'est vraiment, on est au point de non-retour, on est au point critique. Moi, c'est mon intuition. Et quand on lit les rapports des scientifiques, hein, ça fait 40 ans qu'ils nous alertent. Ils ont commencé dans les années 70. On ne les a pas écoutés parce qu'on a été désinformés par les lobbies et par les États. Là, maintenant, on est beaucoup plus au courant. Le Covid a fait quand même bouger souterrainement les choses. Et là, il faut y aller maintenant. Quoi. Ok, on est bien dans l'immédiat. Oui, excusez-moi. Bon, il y a Olof qui a demandé la parole. Si tu veux, Olof. Oui, je peux parler un petit peu parce qu'il y a des. Donc, je trouve que le problème tel qu'il est posé ou esquissé est tout à fait intéressant, mais il faut également limiter l'étendue du problème. On parle de notre monde actuel. Nous avons parlé entre hommes politiques, entre nations. La solution est évidemment à trouver, c'est aux politiciens de s'en occuper. Pour l'instant, on pose des problèmes. On n'a pas trouvé ni défini une solution. Où sont nos rapports en symbiose avec la nature en ce qui concerne l'agriculture dans le monde entier, la sylviculture, pareil. Si on veut vivre en symbiose avec tout ce qui est vivant, dans ce cas-là, il faut trouver la symbiose également avec le virus Corona. C'est une symbiose qu'on ne cherche pas, mais c'est une extension dans la définition de symbiose avec la vie. Est-ce qu'une solution se trouve dans une moralité? On en a trouvé dans pas mal dans la littérature. On a trouvé dans quelques religions. On avait les cathares qui se sont bien installés, voulant être les purs, les propres. On a une des grandes religions monothéistes, même deux, qui se prennent pour une surtout qui se considère comme étant la seule solution et que tout est dans la vie même, une autre religion monothéiste qui trouve qu'elle a raison et qui veut s'imposer partout. On a, et ensuite, il faut passer un peu à la littérature. Dans la littérature, parce que là, vous avez cherché un peu le phénomène qui pourrait déclencher un changement immédiat. Ça pourrait être dans l'immédiat une attaque de la Chine sur l'île de Formose. C'est dans les discussions, c'est dans l'air. Qu'est-ce que ça devient? C'est évidemment à éviter. On a une autre chose qui peut arriver, et vous en avez parlé, et c'est le dégel du permafrost. Là, on ne peut absolument pas prévoir les conséquences. Ça peut changer toute la terre, la vie. Dans la littérature, on peut commencer par la Bible et l'Apocalypse. L'Apocalypse est également une catastrophe, c'est la fin du monde. On a une vue similaire dans la partie poétique de la vieille religion nordique avec la suite de ce qu'on appelait la guerre des dieux, je cherche le mot en français, Götterdämmerung en allemand, donc la fin de la bataille entre le bien et le mal, suite à laquelle le monde entier, la terre entière va disparaître et une autre terre vivante va surgir de l'océan. C'est la partie poétique. Il y a d'autres exemples poétiques. Est-ce que ce sont les poètes qui vont sauver le monde?
Aujourd'hui, c'est quand même aux politiciens de le faire. Merci. Une réponse très, très rapide. Moi, je pense que la riposte est poétique, en fait. Et Ricoeur, qui était quand même un grand penseur du XXe siècle, qui a vécu très longtemps, tout le siècle, il était très au courant de la normalisation du monde, de la standardisation du monde, de la mécanisation du monde. Il voyait très bien la modernité qui allait au naufrage. Et puis, on lui pose la question à la fin de sa vie, on dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il faut espérer? Et il dit, en fait, ce qu'il faut espérer, c'est qu'il y ait encore des poètes qui puissent parler poétiquement d'amour. Et je pense que la riposte à la mécanisation du monde doit être poétique dans le sens de la création. C'est-à-dire que c'est une imagination, c'est une création qu'il faut apporter. Il y a un poème en anglais bien connu, je ne connais pas la traduction, mais We are the music makers, we are the dreamers of dreams, wandering by lone sea breakers and sitting by distant streams. World losers and world forsakers, on whom the pale moon gleams. Yet we are the molders and makers of the world forever, it seems. Ouais, c'est très beau, merci beaucoup. Pour moi, je pense qu'on ne passe pas assez de temps à clarifier les enjeux. On est trop dans des boucles mécaniques de pensée avec les médias. Je pense qu'il faut fonder une action nouvelle. Et c'est vrai que le bouquin vise à proposer des nouveaux points d'appui. Moi, j'en vois deux. Il faut créer une tension dynamique entre l'exactitude et la vérité dans tous ces registres. Et puis, il faut qu'il y ait un élargissement de la conscience morale du visage au paysage, c'est-à-dire de l'humain au vivant. Il y a une métamorphose de la conscience morale. Voilà, donc le livre, c'est une vision dans le sens d'une stabilisation avec un outil d'analyse robuste. Et c'est la première étape. Je pense que pour aller de l'avant, il faut fonder, agir et puis ensuite aimer peut-être. Donc prochaine étape, c'est l'agir politique. Pour moi, en tous les cas, ce sera la visée. Voilà, mais je vous remercie tous d'être venus et puis merci pour vos commentaires. Merci surtout à Britt d'avoir lu les 300 pages et de m'avoir posé toutes ces questions très pertinentes. Et puis merci à Christian d'avoir mis en place tout le plateau technique avec le Zoom et les enregistrements. Voilà. Bravo et bon courage pour la prochaine étape, l'agir politique. Mais je vous attends, hein, vous faites partie de l'équipe là maintenant, vous faites partie de l'équipe. Je suis pas seul. On verra ça. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. J'arrête l'enregistrement.